Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passions, parcours inspirants d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Donc là, on est dans ton processus de création. Processus de création. D'abord, il faut que ça soit très très clair pour moi de pourquoi je veux faire cette pièce. Si je fais une pièce de plus, ça ne sert à rien. Quelle est la plus-value? Il faut que je sois très clair sur, pour moi, ce qui pourrait être la plus-value dans l'univers de la création aujourd'hui. Et à partir de là, je me donne les moyens pour effacer le maximum possible les polémiques que ça pourrait engendrer. Mais c'est pas quand tu dis polémique, est-ce que c'est pour verser dans le politiquement correct ou pas? Non, c'est ce que j'allais dire. Parce que, vous savez, quand on touche les faits historiques, ça dépend de où on se place. Il y a des révisionnistes, il y a des trucs, on sait comment ça se passe. C'est comment scientifiquement poser les faits. Comme j'ai dit, moi, quand je veux parler d'une chose, je ne veux pas qu'on occulte les choses telles qu'elles se sont passées. Ben, voilà. Et comment trouver la version la plus proche des faits réels. C'est de ça. Quand je parle de polémique, je dirais même de points de vue différents, historiques. Voilà. Après, justement, que ça crée la discussion. Pour moi, ça, c'est pas polémique. Il faut que ça crée la discussion, que ça crée le débat, que ce soit le débat individuel, collectif. Pour moi, c'est un objet que je veux tout souvent mettre dans une place publique pour que ça suscite de la discussion. Et parce que pour moi, c'est le lieu pour cultiver le libre arbitre. Et voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Et une question me vient vite comme ça à l'esprit, c'est des pièces de théâtre, tu en as fait un certain nombre, tu as joué, etc. Mais s'il faut revenir sur une pièce dont l'écriture a été particulière, peut-être difficile, peut-être très plaisante justement à écrire et à mettre en scène, ça serait laquelle, Hassan? C'est ma dernière grande pièce là qui s'appelle Congo Jazz Band. C'est l'histoire de la colonisation du Congo par Léopold II. Le roi belge. Le roi des Belges. Et pour moi, parce que ça fait tellement... Il y a tellement de versions, c'est tellement délicat, c'est tellement... ça fleur de peau pour certaines personnes et c'est tellement gros ce qui s'est passé. Et si quelqu'un s'approprie un État, un pays aussi grand que le Congo démocratique, comme un jouet personnel, c'est inimaginable. Donc, j'ai travaillé là-dessus avec Mohamed Kassimi, qui est un super auteur qui a écrit la pièce. On a travaillé des années, on a fait des recherches là-dessus et ça se joue. Et du point de vue historique, je pense que c'est une de mes pièces les plus abouties du point de vue historique, recherche historique et tout. C'est une de mes pièces aussi les plus abouties du point de vue format et que je souhaite développer avec un orchestre en live sur scène, avec une parité, 3 femmes, 3 hommes, que tous soient des personnes d'origine africaine ou en tout cas qui ont des métissages d'Afrique et que que tout le monde tous les personnages soient joués par ces gens, que j'ai pas eu besoin forcément d'amener des blancs pour jouer des blancs. Donc ça aussi c'est une démarche théâtrale, parce que le théâtre peut se le permettre. Aussi dans ce projet, ce sont les femmes qui sont instrumentistes, ce sont les hommes qui font le chœur.
Pourquoi ce choix-là? Parce que souvent, ce sont les hommes qui sont instrumentistes. On fait faire le chœur aux femmes et on les et puis, excusez-moi, on les fait bouger les fesses et tout. Pour moi, la femme aussi, c'était aussi au niveau idéologique, c'était un geste artistique qui disait des positions que j'adoptais aujourd'hui. Donc pour moi, c'est ma pièce. Est-ce que cette pièce-là est jouée en Afrique ou sera jouée en Afrique? Elle sera jouée en Afrique. Elle sera jouée en Afrique. On prépare une tournée, une grosse tournée africaine. Elle a tourné déjà en Europe, partout. Elle va aller en Amérique latine, elle va aller aux États-Unis et elle va aller en Afrique. Mais on essaie de faire une tournée africaine, mais pas qu'une tournée dans les lieux institutionnels. C'est ça aussi, c'est pour ça que ça prend du temps. On aimerait qu'on joue pour des publics les plus diversifiés possibles dans nos pays africains. Comment vis-tu le fait que tes pièces peinent à tourner aussi bien en Afrique qu'en Occident? Alors, dire que mes pièces peinent à tourner en Afrique, je n'irai pas jusque-là. Ça ne tourne pas comme je l'aurais souhaité. Je l'aurais souhaité. Par rapport à beaucoup de gens, je pense que toutes mes pièces sont venues en Afrique depuis que je travaille. Alors qu'il y a certains qui n'arrivent même pas, qui sont en Afrique, qui n'arrivent même pas à faire tourner leur pièce. Mais je vais quand même répondre à ça. Le circuit de diffusion théâtrale africain est inexistant. Il ne faut pas se mentir. Et ce sont les instituts français qui aident à cette diffusion. Si les instituts français n'aident pas à cette diffusion, c'est très compliqué. On a beaucoup d'événements culturels et artistiques, on a beaucoup de festivals de théâtre, mais qui n'ont pas de moyens pour faire venir des spectacles, rien que même dans le même pays. Oui. Se faire venir certains spectacles d'une autre région, c'est deux fois tellement compliqué pour un festival. N'en parlons pas de quelqu'un qui a fait n'en parlons pas de quelqu'un qui vient deux fois d'Europe avec ses artistes. Donc souvent, vous voyez, je trouve de l'argent pour venir jouer en Afrique. Ce n'est pas tout le temps que j'arrive à trouver de l'argent pour venir en Afrique. Comme je dis, à part les instituts français, c'est très, très, très compliqué. Il serait temps, ça me permet d'ailleurs, encore un coup de gueule, parce qu'on me dit que j'en donne beaucoup. Tant mieux. Il serait temps que nos responsables prennent en compte véritablement la circulation des œuvres artistiques et culturelles entre pays, entre régions, entre villages, entre quartiers même, dans le même pays. D'accord. Je voudrais savoir, quelle analyse fais-tu justement de ce théâtre-là, en dehors de la diffusion, du circuit de diffusion? Quelle analyse fais-tu du théâtre fabriqué en Afrique? En fait, il y a plusieurs théâtres, comme on dit. Moi, je vais parler rapidement de deux. Il y a le premier est le théâtre amateur. Tant mieux, il y a que des gens veuillent faire cette discipline, c'est extraordinaire. Il y a ce que j'appelle l'école du spectateur. Ils permettent à certains d'être des bons spectateurs ailleurs, dans le deuxième cas, c'est-à-dire chez les professionnels. Parce qu'ils savent maintenant ce que c'est que cette œuvre, ils savent comment ça se passe, plus ou moins. Mais au niveau professionnel, il y a un vrai problème un problème de travail. C'est-à-dire que pour parler de profession, ça veut dire que c'est ton travail, tu as envie. Et il y a un vrai problème même avec ça. Comment vivre de cet art sur nos territoires, dans nos pays? Comment? Donc, ça c'est un problème. De deux, et quel type de théâtre on veut faire? Pour qui? C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus de temps de réflexion. C'est qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire, avec qui et comment.
ce temps-là n'existe plus. Tant qu'on ne fera pas un vrai état des lieux, mais un vrai, ça va être difficile. D'ailleurs, quand on prenne ça en compte comme métier, comme profession, et voir comment on peut le développer. Donc, il y a le B.A.B.A., c'est-à-dire la base n'est pas faite encore. En tout cas, il y a une génération qui a travaillé autrement, parce que le monde aussi, il était autre. Aujourd'hui, on parle de mondialisation ou de mondialité, comme vous voulez, mais c'est faux. En fait, c'est des choses c'est de la fumée. Et voilà, donc c'est n'importe quoi. Et donc tu penses appartenir à un grand mouvement et donc tu oublies où tu es déjà. Donc appartiens à toi-même d'abord, à d'où tu viens d'abord, et puis avant de penser que tu fais partie de ce grand mouvement. La pose d'art. Donc il y a un flou énorme au niveau de nos métiers en général et au niveau du théâtre en particulier. Merci Hassan. Il faut dire qu'aujourd'hui, peut-être, on te connaît plus au théâtre comme metteur en scène, mais tu as une très grosse carrière de comédien. Selon toi, Hassan, quelle est ta définition du bon comédien? Alors, le bon comédien pour moi commence par un mot, l'humilité. Humilité, parce que dans l'humilité, quand tu as le désir d'apprendre, d'avancer, de te nourrir davantage. On apprend tous les jours. Dans l'humilité, j'entends aussi travail. Quand on est humble, on travaille tout beaucoup. Dans l'humilité, on parle de partage aussi. On veut partager. Dans l'humilité, on est aussi dans l'écoute du monde, dans l'écoute de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, pour moi, un bon comédien, c'est tout ça d'abord. Après, selon les projets, il rencontre une bonne metteuse en scène ou un bon metteur en scène. Ils écrivent cette partition bien, plus ou moins bien, plus ou moins acceptée par le public. Ça, c'est une autre chose. Et on peut rencontrer une œuvre, rencontrer une équipe avec laquelle ça se passe très bien et le contraire aussi est possible. Donc c'est pas là qu'on dirait il est bon ou il est mauvais, mais il est bon ou il est mauvais par rapport, à mon avis, à ce que j'ai dit au départ. Et cette humilité-là, c'est clair qu'on l'a, en fait, depuis que tu es là, on la ressent aussi en toi, parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette brillante carrière que tu as l'habitude de dire qu'il faut aussi, que tu la dois aux gens que tu as rencontrés. Et pour, je pense à quelqu'un que justement tu as rencontré, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette rencontre et comment elle s'est faite, c'est Peter Brook. Moi, je dirais que j'ai rencontré Peter Brook par mon père, d'abord parce que déjà, j'avais rencontré ses œuvres avant de rencontrer l'homme d'abord et de rencontrer l'artiste. Mais c'est beaucoup par mon père, beaucoup par mon père, parce qu'ils avaient des relations professionnelles importantes et des relations d'amitié et d'estime et d'amour de l'un envers l'autre très important. Donc, et comment j'étais lié à mon père, donc par infusion, diffusion plutôt, moi je m'infusais de ça. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler autour des Bouffes du Nord. J'ai été placier dans les Bouffes. Après, j'étais à la réservation, j'ai vendu les billets à la réservation. Après, j'ai eu la chance d'être comédien chez Brook et tout. Mais de tout ça, ce que je retiens, on parle beaucoup de l'artiste. Certainement, bien sûr,
On ne peut pas ne pas parler de l'immensité de cet homme, de ce qu'il a apporté au théâtre. Mais moi, je veux parler beaucoup de son humanité. Ouais. Ouais, oui, c'est ça que je retiens beaucoup. Peux-tu nous parler, s'il te plaît, Hassan, de cet espace que tu as créé au Burkina? Oui, le centre Djelia. Le centre Djelia, Djeli, ça veut dire le sang, mais ça veut dire griot. Quand on dit griot, griot vient d'un mot portugais. C'est le criard, le crieur. Sinon, nous, on dit les Djeli. C'est une appartenance de sang. On est griot de père en fils et de mère en fille. Maintenant, c'est plus élargi par initiation ou par filiation, par choses. Maintenant, donc, ça s'appelle Djeli. Et le centre Djelia, c'est l'endroit où il y a la philosophie du griot. On apprend. C'est un centre social et culturel. Mais c'est culturel et social aussi. Voilà. Et c'est un lieu qu'on a créé avec mes frères et sœurs, des amis très proches qui font partie de la grande famille de frères et sœurs de partout, des Libanais, des Français, des Allemands, des Suisses, des Canadiens, des Indiens. Des gens de beaucoup de parties du monde ont contribué à la création de ce lieu. C'est un lieu de résidence, de création artistique et culturelle dans toutes les disciplines. C'est un lieu de monstration de spectacle. On fait de la programmation. Il y a une bibliothèque importante. C'est un lieu où on fait du soutien scolaire le soir pour toutes les classes d'examen. Voilà. C'est un lieu où il y a une cantine pour des enfants qui n'ont pas à manger, qui peuvent venir manger à midi, mais il faut être inscrit à une discipline et tout. C'est un lieu où, par exemple, il y a un endroit où on soigne les bobos, les petites plaies des gens du quartier, parce que c'est en plein quartier populaire. Et donc, on a une pharmacie, on a même des gens qui préparent des vélos et les mobilets des enfants qui vont à l'école. À l'école, ouais, à des kilomètres, oui. Voilà, ils viennent tous les jeudis. Mais pourquoi avoir voulu créer cet espace-là? Parce que je n'ai pas fait de parti politique. Si je pense que la bonne politique, c'est pour aider à développer nos sociétés, les citoyens. Et donc, nous, on a dit, puisque ça, c'est autre chose, nous, c'est l'art et la culture qui est notre manière de vivre, qui est notre philosophie de vie, c'est notre même essence de vie. Donc, on dit, voilà, puis nous sommes des djelis, des griots. Nous sommes dans la transmission, dans le développement, dans l'histoire et dans le conseil, dans l'enseignement. Et donc, oui, on pouvait faire que ça. Ouais. Il y a aussi un autre lieu quand même dont je parlerai rapidement, c'est la Maison de la Parole. J'ai aussi une grosse structure qui s'appelle la Maison de la Parole qui collecte tout ce qui vient de l'oralité. D'abord le conte, mais les contes ou les histoires sur nos plantes qui nous soignent, sur la pharmacopée, sur nos valeurs culturelles et sur plein de choses. Nous essayons de récolter des choses dites importantes dans nos radios depuis les années 60. Les collecter et nous sommes en train d'essayer de traduire certains, puisque c'est transcrire d'abord, traduire, les numériser. Nous sommes dans ce grand travail là en ce moment. Puis il y a un festival de contes qui s'appelle Yélin, qui part à sa 27e édition, qui est aussi organisé par cette structure, la Maison de la Parole, qui est aussi à Bobo. Super. Moi, ça me donne beaucoup envie, surtout le concept qu'il y a derrière la Maison de la Parole. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup en tant qu'artiste. Pour chuter, il y a cet hommage, je dirais, que tu as rendu à ton papa quand nous étions en atelier.
tu as parlé des différents moments de rencontre que tu as eu avec ton père. Peux-tu, s'il te plaît, aussi nous le raconter pour nos auditeurs? La pause d'art. Oui, j'ai rencontré pour la première fois cet homme parce que, voilà, on dit il est mon papa. Donc, je l'ai rencontré là. Quand, moi, je pense philosophiquement que les parents, les enfants choisissent leurs parents aussi. Sinon, ils ne viennent pas. Voilà. Après, ça marche pas, mais on s'est choisi. Donc, on s'est rencontrés là. Et c'était un bon père. Mais c'était un bon père. Mais par moments, quand on est enfant, je pouvais penser qu'il était très sévère. Et parce que c'était l'enfance. Après, quand tu avances, hop, tu as le maître, celui qui t'apprend. Ah ouais, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il a, il connaît des choses. C'est la deuxième fois que je le rencontre. Et waouh, j'étais fasciné. Donc même des fois, quand je pouvais aller jouer au foot et tout, je refusais, je m'asseyais à côté de lui. Parce que à ses répétitions, voir comment il parle à ses artistes. Parce qu'il a fait du théâtre, il a fait de la musique, il a fait de la danse, c'était chorégraphe, c'était musicien. Donc à chaque moment, il écrivait aussi pas mal de textes. Et puis il était griot. Il était griot et chasseur, maître de la brousse. Donc, il était toujours dans la transmission à chaque fois, ou dans l'écoute pour prendre. Donc, moi, c'est cette deuxième partie de notre rencontre. Waouh, ça a été une partie importante pour moi. Et d'ailleurs, je voyage beaucoup avec les choses de cette partie de ma vie. Et la troisième partie, c'est on a été collègues. On était chez Brooke, ensemble, on était collègues, c'était super. Et dans cette partie, je mets aussi le fait que lui m'a mis en scène en tant que metteur en scène, lui. Il m'a mis en scène aussi quelquefois. Donc, on a travaillé ensemble parce qu'il ne mettait pas en scène son fils, il mettait en scène un comédien qui avait envie. Après, pour finir, on a fini amis, mais c'était génial. Et c'est moi qui le mettais en scène. Et tout. Donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré 4 fois. Et j'aimerais vraiment encore lui rendre hommage et lui dire merci. Merci parce que tout à l'heure, on m'a demandé est-ce que ça vous fait quelque chose si on parle de votre père en parlant de vous. J'ai dit ça me fera quelque chose si on parle de moi sans parler de mon père. Ça me fera mal. Il faut rappeler, il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas de qui on parle, c'est celui à qui on a donné le nom en fait, des awards très courus en Afrique, Sodiki. Les Sodiki. Les Sodiki, autant pour moi, voilà, qui est un hommage rendu à ton papa. Merci beaucoup Hassan Kouyaté, Hassan Kassi Kouyaté, de nous avoir donné de ton temps. Merci à vous de votre accueil. D'abord, je suis très très content ici et à Otni en particulier. Yvan, merci de cette collaboration. Je dis, on m'a appris, je suis homme de la parole, griot, homme de la parole, on m'a appris à dire les choses. Et merci de ta discrétion efficace. Merci. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.